Et même chez les gens, de manière générale, on en est à un moment où on veut rentabiliser la moindre minute de notre temps et donc on fait des multitâches tout le temps. On n'est jamais dans le ressentir, dans le moment présent, dans l'être. Tu vois, on est toujours dans le faire et pas dans l'être. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et à valoriser la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, nous explorons sans filtre, en solo ou en duo, les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans notre vie de parents et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi ? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Épisode particulier aujourd'hui car c'est le premier épisode que je fais en mode duo avec une personne qui est très chère à mon cœur. Et cette personne, c'est Cinzia Troiano. Bienvenue, Cinzia. Merci Sophie, merci beaucoup. Alors, si je pouvais décrire Cinzia en quelques mots, Cinzia, c'est une personne incroyable, une merveilleuse coach qui m'a accompagnée au début de ma reconversion professionnelle il y a déjà quelques années, puisque ça date nos premiers échanges de 2019-2020. Donc, ça commence à faire un bail, clairement. Déjà, oui. Et assez vite, j'ai rejoint le collectif que Cinzia a monté pendant cette période compliquée du Covid, un moment entre indépendants pour se soutenir dans cette période un peu compliquée et qui est devenu par la suite le collectif du Co26 qui est encore là aujourd'hui et dont Cinzia porte toujours cet espace avec autant d'amour, de joie. Et pour moi, c'est vraiment un endroit, une safe space pour moi, vraiment. Un endroit que j'aime avec des personnes que j'aime énormément. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi d'accueillir comme première invitée aujourd'hui pour nous parler de sa parentalité et maternité, notre Cinzia Troiano. Alors Cinzia, Merci. toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux auditeurs pour te présenter autrement que moi je viens de le faire? Alors, autrement, écoute, déjà tu as abordé la sphère pro et ça c'est déjà bien. Donc en effet, je suis la fondatrice de Upco et du collectif Co26 qui font tous les deux partie d'un écosystème qui a pour but d'aider les indépendants et les créatifs à faire évoluer leurs projets et leur entreprise et puis aussi à créer du lien entre les gens, du lien authentique et dans des espaces qui sont des safe space comme tu l'as très très bien dit. Donc ça, c'est ce que je fais au quotidien. Et puis, je suis maman de deux petites filles qui ne sont plus si petites que ça, en fait. Je suis maman de Mia qui a 10 ans et de Imaï qui a 7 ans. Cette place de maman prend une part importante de ma vie. Et puis, à côté de ça, je suis quelqu'un de très curieux. Je touche à plein de choses. J'ai des secteurs de curiosité à géométrie variable. Ça va dans des sphères très différentes. Voilà. Et je suis quelqu'un d'enthousiaste pour beaucoup de choses, ça aussi, je crois que c'est quelque chose qui me définit. Je confirme l'enthousiasme et l'enthousiasme partagé, parce que j'ai oublié de le préciser, mais Cinzia est vraiment devenue une très bonne amie à moi et vraiment un soutien, un pilier dans ma vie. Donc, je partage vraiment cet enthousiasme de la vie et des relations avec toi, clairement. Bon, on peut pas commencer ce podcast avec les larmes aux yeux, ça je peux pas faire quand même. Si on a le droit, bien sûr. Comme je dis Voilà, toujours en merci. coaching, toute émotion est la bienvenue, toute petite larmichette est la bienvenue. Mais merci. Et merci à toi, merci pour la personne que tu es et aussi merci d'avoir créé aussi cet espace de dialogue via tes podcasts. Pour moi, c'est vraiment une grande source de décomplexion quand j'écoute ces podcasts, de dire ah ouais, je suis pas toute seule en fait. Donc merci de nous offrir ces moments-là. Ah, contente. Merci pour ton retour. But atteint, alors, parce que c'est vraiment ça, Yes, l'idée. à fond. Top. Alors, Cinzia, si on voulait aborder la conscientisation d'en fait de ce changement identitaire de devenir maman, pour celles et ceux qui m'écoutent depuis un certain temps, j'aime bien parler de ce changement d'identité, c'est de matrescence. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore,
c'est la contraction de maternité et adolescence, et donc tous les changements identitaires, physiques, émotionnels, psychologiques et autres qui arrivent quand on devient maman et à chaque fois qu'on a grandi, la fratrie évidemment. Est-ce que toi, personnellement, Cinzia, tu l'as ressenti, ce changement identitaire à l'époque de l'arrivée de Mia, du coup? Hmm. Alors moi, je suis quelqu'un de très lent dans des process personnels, tu vois. Autant je peux être fonceuse dans certaines parties de ma vie ou voilà, pour certaines choses, je peux aller très vite. Mais quand il est question de process, je prends du temps pour processer, analyser toutes les choses, ressentir aussi beaucoup. Ça passe par le ressenti. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui sont devenus maman comme ça, tu vois. Genre, du moment où ton bébé est là, tu te sens maman et t'es à fond dedans. Moi, je pense qu'il m'a fallu du temps pour rentrer dans la maternité. C'est peut-être lié aussi à un manque de confiance en moi. Je ne me faisais pas du tout confiance en tant que maman, tu vois. Parfois, on dit que ah ben quand t'es maman, tu sais ce que tu dois faire et ça coule de source, c'est comme ça. Toutes les mamans savent. Ben, moi, j'étais pas une maman qui sait, tu vois. Donc ça a pris du temps, je pense, et ça se construit toujours maintenant. J'ai l'impression que je construis ma matrescence et en plus, comme mes enfants changent, bah ma maternité et ma matrescence changent, tu vois. C'est comme si j'étais en perpétuelle évolution avec elle. Et donc je me retrouve et je me trouve tout le temps en tant que maman, mais de manière différente. C'est une magnifique exploration. Clairement. Oui, tu parles, hein, que soi-disant on sait tout de base, hein. Nous les femmes, c'est soi-disant instinct Bien sûr. maternel qui arrive tout de suite. Évidemment, bien sûr. Alors on C'est a aussi un petit sûr, déroulé, un mode d'emploi avec qu'est-ce qu'on doit faire dans chaque situation. Évidemment, évidemment. clairement, c'est une évolution du quotidien, mais oui, c'est toujours intéressant de voir parce que moi, avant de m'intéresser vraiment à toutes ces choses, j'avais pas du tout conscience de justement qu'il y avait réellement ce changement identitaire et qui pouvait se repérer, enfin se mettre dans toutes nos sphères comme ça, tu vois, de notre être et de nos relations, etc. Donc c'est intéressant aussi de voir pour toi, parce que ça commence aussi à faire un certain temps, comme tu dis, on parlait beaucoup moins de ça. Et donc, c'est intéressant aussi pour les personnes qui nous écoutent de se rendre compte que, bah oui, c'est pas du tout quelque chose qu'on conscientise Mm. directement. Ça, c'est certain. Oui, 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 pour moi, ça n'a pas été le cas, en tout cas, mais ça m'a souvent questionné. Plutôt dans ma maternité, je me suis souvent questionnée, tiens, est-ce que c'est normal, en fait? Tu vois, est-ce que c'est normal que tout ne coule pas de source? Est-ce que c'est normal que je me pose autant de questions? Est-ce que c'est normal que je me sente à ce point désemparée quand je dois interpréter ce que mon enfant vit, quoi? Est-ce que c'est normal? Tu vois, la question de, en fait, est-ce qu'on est une bonne maman, quoi? Est-ce que je suis une bonne mère si je ne sais pas d'office? Tu vois? Ouais, ouais, faut Voilà. bien, oui. Hein, surtout qu'il y a beaucoup ce poids social bah oui, c'est évident, une maman sait, tu vois. Un papa, il a le droit de douter, évidemment, il a le droit de pas savoir parce que, tu vois, c'est un papa, mais une maman, elle doit. Et donc voilà. Donc il y a beaucoup, je trouve que derrière le une maman sait, il y a beaucoup de culpabilité. Ça provoque beaucoup de culpabilité, en tout cas Hmm. chez moi, Notre c'est ce que ça amie, a la fait. culpabilité, hein, cette culpabilité Ah, qui débarque en même temps que nos enfants, nos bébés. T'as envie ah d'aborder un oui, peu on le dirait sujet qu'il de la il culpabilité, là, comme ça? Qu'est-ce que Ah, ça moi, j'en ai pas. Ah non, moi, jamais. Alors, moi, jamais. Je me sens jamais coupable. Non, non, mais ces espèces de petits asticots, là, ils sortent de ton ventre et ils ont comme s'ils avaient un sac à dos de la culpabilité avec eux, tu vois, et ça vient direct, comme ça, schlac, ils emmènent tout avec, tu vois, et toi, tu te chopes tout, le bébé, la culpabilité, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je suis bon public, évidemment, pour la culpabilité, parce que je me remets facilement et très vite en question, et donc, oui, c'est difficile, je trouve. Et il y a quelque chose qui a joué, je pense, en tout cas dans la culpabilité que j'ai ressentie, c'est que ne me faisant pas confiance, tu vois, peut-être d'autant plus pour la naissance de Mia qui est la première, ne me faisant pas confiance et étant une grande flippée les 3 premiers mois de vie de chaque enfant, en fait, je prenais la vie de plein de gens, tu vois. Et donc, ma mère me disait des trucs, ma tante, le médecin, la sage-femme, la pédiatre, enfin, tu vois, les spécialistes et tout ça. Et en fait, à chaque fois, j'étais comme une girouette, tu vois, parce qu'évidemment, personne n'a le même avis. Tu vois, Ah, ah, il faut évidemment, ce serait laisser, trop simple. évidemment, puis t'as les copines qui sont déjà passées par là, qui ont déjà eu des enfants, qui vont te dire, ah bah, il faut laisser pleurer l'enfant la nuit, parce que sinon, tu sais, ça va pas pour la construction de soi. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, surtout pas laisser pleurer les enfants la nuit. Puis certains qui vont dire, il faut, mais 5 minutes, puis 3 minutes, puis 2 minutes, tu vois. Puis il y en a qui, ah, il faut le laisser pleurer, mais seulement quand c'est la pleine lune ou bien que quand c'est les jours pairs, tu vois.
Et donc, tu es là comme une girouette. Waouh, qu'est-ce que je fais? Et du coup, moi, je trouve que ça, chez moi, en tout cas, ça a amplifié le sentiment de culpabilité parce que non seulement je savais pas quoi faire instinctivement, mais après, en plus, je savais pas quel avis choisir, tu vois? Et donc, c'était double peine, quoi. Et donc, voilà, ce qui m'a aidé après, c'est que je me suis dit, OK, tu écoutes plus rien, tu fais plus tout ça, tu prends une personne de référence, une seule. Et cette personne, tu vas la choisir sur base de la confiance que tu lui fais et tu vas l'écouter, en fait. Tu vas écouter, tu vas te l'approprier et voir aussi si ça fait écho chez toi et ce que tu ressens. Mais en tout cas, stop de demander l'avis de tout le monde. Mhm. Voilà. Et ça m'a aidé. Je me suis sentie un peu moins, un peu moins coupable après. Ah, super, et de peut-être pouvoir plus partager aussi tes questionnements, tes doutes avec cette personne de confiance, comme tu dis, Oui, qui pouvait entendre ça et potentiellement t'aiguiller, te conseiller, tout en te laissant toi la position de décision finalement. Parce que c'est ça qui est important, c'est à nous de prendre les décisions pour nos enfants. oui. Oui, oui, oui. Et là, je parle, bah, la culpabilité, là, dont je viens de parler, c'est surtout la culpabilité dans les premiers mois de vie des enfants. Tu vois, ça, c'était vraiment les tout premiers mois et principalement avec Mia parce que c'était mon entrée dans la maternité. J'avais pas de point de référence. Après, avec Imae, ça a été mieux, évidemment, parce que, enfin, ça a été mieux. C'est resté quand même compliqué, particulièrement les 3 premiers mois qui sont, ouais, en tout cas chez moi, qui font référence à mes angoisses par rapport à la santé des enfants, tu vois. Les 3 premiers mois, Ouais, tu restes c'est vraiment toujours. à 3 mois, hein. J'entends que tu l'as dit Ah à oui, plusieurs reprises, que c'est ah vraiment oui. 3 mois qui restent oui, Ah oui, ancrés en oui, oui. toi. Moi, j'avais une angoisse comme ça. Les 3 premiers mois, c'était vraiment dur parce que en plus, j'ai eu 2 bébés d'hiver et j'étais tout le temps flippée parce que j'avais peur qu'elles attrapent un truc. Ou puis, il y avait pour moi cette association de tant qu'elles n'ont pas passé 3 mois, elles risquent vraiment de mourir, quoi. Enfin, c'est bizarre, hein, mais j'ai vraiment ça. Cette fragilité du bébé tant qu'il a pas 3 mois et c'est hop à 3 mois, genre c'est bon, c'est passé, quoi, tu vois. Sauf qu'Imae, juste avant ces 3 mois, elle a attrapé l'Escherichia coli, tu vois, c'est une bactérie qui vient se loger dans les reins. Hmm. Euh, et en fait, elle a été hospitalisée. Enfin, ça a été vraiment pas chouette. C'était juste avant les 3 mois. Tu vois, c'est comme s'il y avait une auto-réalisation de la prophétie, là. Tu vois, genre, ah, voilà, il fallait bien qu'il se passe une merde avant 3 mois. Donc voilà. Mais après, ça a été beaucoup mieux, quoi. Mais après, arrivent d'autres formes de culpabilité, évidemment. Voilà. Et là, c'est plus la culpabilité sur prendre du temps pour soi. Et ça, je trouve qu'il y a Hmm. une très, très grosse culpabilité. En tout cas, moi, je la vis comme ça. Comme s'il y avait une injonction. Oui, tu te dis quoi justement par rapport à ce temps pour toi? C'est comme si, en tout cas dans moi, les modèles qui m'ont été transmis, hein, je pense que c'est familial ou culturel en tout cas, c'est qu'une maman doit être 100% dévouée à son enfant et que donc quand il est question d'aimer son travail, d'être passionné par son travail ou d'avoir des amis qu'on a envie de voir ou du sport qu'on a envie de faire, tu vois, ou des sorties culturelles, enfin, peu importe ce qui nous fait kiffer dans la vie, mais si ce qui te fait kiffer, c'est pas tes enfants, enfin c'est pas tes enfants, ce n'est pas que tes enfants, si tu t'intéresses à des choses qui sont en dehors de ta casquette de maman, alors c'est comme s'il y avait une forme de... C'est pas OK, quoi, en fait. Tu peux pas, parce que ton temps, ton énergie, tu dois la dévouer à tes enfants. Oui, c'est mal en fait de penser à prendre du temps pour toi parce qu'on est censé être sous le modèle des mères sacrificielles, comme ont été les générations avant nous, hein, nos mères, nos grands-mères, etc. Et que comment est-ce que tu peux même imaginer prendre du temps pour toi alors que tu as des enfants dont tu dois t'occuper H24, 7 jours sur 7, bon, peut-être pas quand ils sont à l'école, mais c'est limite, hein. Pour le reste, s'il te plaît, Ah si, même, parce que tu dois te gestion. tracasser à ce moment-là, tu Oui, vois. Tu bien dois te sûr. tracasser. Est-ce qu'ils ont de bonnes collations? Est-ce qu'ils n'ont pas froid? Est-ce que j'irai pas à l'école leur déposer une écharpe au cas où ils auraient froid? Tu vois, on en est là, hein, quand même, hein. On en est là. Ça, je pourrais le faire, le Oui, coup de l'écharpe, j'avoue. C'est encore autre chose, mais j'avoue, c'est parce que ça m'est arrivé ce matin. Tu vois. clairement, je vois. Je vois. Voilà. Non, mais c'est clair, cette injonction et cette comparaison qu'on peut avoir par rapport aux autres générations qui comprennent pas et qui nous traitent carrément d'égoïstes, hein. Moi, j'entends ça régulièrement. Ah, oui, oui, oui. Enfin, comment est-ce que vous osez, vous, hein, cette génération, prendre du temps pour vous? Alors que j'aimerais bien partager la métaphore ici, tu vois, du masque à oxygène, hein, quand on prend l'avion et qu'on voit les consignes de sécurité, on nous dit, bah, mettez d'abord le masque sur vous et puis à votre enfant. Parce que pourquoi? Si on n'est pas bien, ben, on ne sait pas prendre soin de nos enfants, ou quand tu vas faire des cours de secourisme, etc., pour aider la victime, ben, tu dois d'abord te mettre toi en sécurité avant de pouvoir aider l'autre. Et donc, c'est clairement ça, Absolument. pour nos enfants aussi, c'est que si on est tendu, stressé, épuisé, bon, ce qui est le cas souvent, mais je veux dire, si on ne prend pas des temps de recharge, on est bien d'accord pour nous, ben, on ne sait pas re-remplir notre vase à nous pour pouvoir après
être en pleine présence et de bonne humeur avec nos enfants Mm. le plus Ah oui, qu'on oui, peut. tellement. Oui, oui, cette idée cette image du masque à oxygène, elle est très parlante et elle est très éloignée, évidemment, de ce qu'on a pu nous transmettre. Je pense que dans l'image qu'on nous a transmise, c'est non, d'abord, tu la mets à ton enfant. Enfin, ce masque, tu le mets à ton enfant. Tu le mets à ton mec parce que, évidemment, tu peux Très bien. déroger un petit peu à ton rôle de maman si c'est pour mettre la casquette d'épouse ou de compagne ou d'amoureuse. Alors là, ça marche parce qu'il faut être aussi au service de son compagnon. Mais sinon, c'est la seule dérogation possible, d'accord? Le reste, c'est non. C'est Surtout pas pas toi toi-même. d'abord. C'est surtout pas toi. Oui, oui, On oui. est bien d'accord. Et cette image, elle fait, enfin, elle est intéressante à exploiter justement pour ce côté. Mais si je n'ai pas ma propre énergie et mon propre oxygène, je ne peux pas prendre soin de l'autre. Je l'aime bien. Et en même temps, elle me chipote un peu, tu vois, parce que je trouve que elle renvoie encore à une notion qui est que la femme doit prendre soin. Tu vois ce Hmm. que je veux dire? On est Ouais. encore quand même là-dedans. Et alors, je comprends, être maman, c'est, enfin, pour moi, en tout cas, dans ma vision, c'est aussi prendre soin. Et ça, c'est évident. Je prends soin de mes enfants de plein de manières différentes. Mais, enfin, tu vois, ce qui me dérange encore un peu, c'est que c'est toujours ce côté, la maman infirmière, la femme, en tout cas, la femme infirmière ou la femme qui soigne. Et donc, tu dois prendre soin de toi pour prendre soin de l'autre. Mais moi, j'aurais envie de dire aussi, j'ai envie de prendre soin de moi et de mettre mon énergie dans d'autres sphères que celle de maman parce qu'en fait, j'ai envie de montrer d'exemple à mes enfants qui, en plus, sont des filles, qu'en fait, on peut être multicasquette et on peut prendre soin de soi et en même temps soin des autres. Je ne prends pas soin de moi pour prendre soin des autres, mais je prends soin de moi et des autres. Tu vois ce que je veux Oui, oui, dire? je vois bien. Tout à fait, je te rejoins. Et ça, je trouve que c'est important parce que, en tout cas, c'est une vision personnelle, hein, ça Mhm. n'engage que Mhm. moi, mais je suis souvent heurtée à ce côté où c'est la femme qui doit prendre soin, tu vois, vraiment. Et on entretient ça beaucoup, tu vois, chez les Bah, dans petites le filles Caire, encore tu vois, hein, maintenant, tout le monde, mais tout les le personnes qui temps, prennent soin, c'est souvent des femmes, hein, en mais majorité. tellement. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu penses alors de parler, tout à l'heure, je parlais de pleine présence, parce que je pense qu'il y a une différence entre être avec tes enfants dans une frustration, une colère, une fatigue, j'ai pas de temps pour moi et je suis épuisée et je préférerais être là-bas que d'être ici, etc. Ça se transmet cette énergie à nos À fond. enfants, tu vois, que quand tu es beaucoup plus ancré, beaucoup mieux reposé, parce que tu as pris du temps pour toi, pour te recharger, etc., bah, ta présence et donc du coup ton rayonnement sur les tiens autour de toi, ben, il est beaucoup plus positif. Moi, je le vois comme ça aussi, tu vois. À côté du prendre Tellement. soin, c'est ça aussi, cette énergie qu'on rayonne autour de nous. C'est Ah important. oui. Ouais, présenté comme ça, je comprends et j'adhère encore plus, tu vois. Mm. En effet, parce que quand toi, tu as pris soin de toi, tu es disponible alors pour les autres aussi. Et tu peux donner ton attention qui est full, quoi, tu vois. Je ne suis jamais aussi présente pour mes filles que quand je suis pas là en train de leur dire bon bah désolée hein, je dois répondre à un mail ou deux sur mon téléphone ou de me dire ah ouais je suis là mais dans ma tête je suis déjà en train de préparer cette conférence que je donne demain donc tu vois Oui, elles me oui, je posent vois. des questions j'entends même pas parfois et elles me disent mais t'as dit oui tantôt. Parfois, je soupçonne qu'elle me manipule un peu, hein, qu'elle me dise que j'ai dit oui, que c'était pas vrai. Mais quelquefois, ça arrive vraiment, elle me dit, mais si, t'as dit oui. Et en fait, je pense vraiment que je suis physiquement là, mais je suis dans ma tête en train de faire plein de choses, tu vois. Que si j'avais pris le temps de terminer ma journée de boulot correctement, de faire ce que j'avais à faire, après, je peux me dire, OK, maintenant c'est stop et je suis pleinement disponible pour mes enfants. Et donc ça, c'est vraiment du temps de qualité, tu vois, parce que je peux jouer, je peux déconner, on peut danser, on peut faire à manger tranquillement, on se raconte notre journée quand je suis vraiment focus pour elle. Mais ça demande que j'ai peut-être fait mon sport avant, que j'ai fait mon boulot, que tout mon taf soit terminé et que je sois alors pleinement présente. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, c'est ce que j'allais dire, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans ce que tu dis, moi en premier. Et je pense que ce qui peut être pas mal, c'est aussi se dire, ben, si j'ai pas eu le temps de finir tout ce que j'avais à faire, c'est se dire, OK, là, ça va être mon temps avec mes enfants. Et après, que ce soit le soir ou le lendemain, etc., je sais que j'aurai ce temps dont j'ai besoin Mm. pour ben, compléter, enfin, finir cette conférence ou faire mon sport ou quoi que ce soit. Mais vraiment, hein, parce que c'est noté dans mon agenda et que je sais que je vais pouvoir le faire pour qu'il n'y ait pas de Exact. frustration non plus et de nouveau pouvoir être dans cette pleine présence. Et moi, ce que j'ai Mm. remarqué aussi avec mon fils, c'est que
Il y a des moments, tu vois, ces fameux mercredis après-midi, etc., où tu te dis, ben, je dois absolument faire ça. Donc, tu lui dis, écoute, je vais être là, mais en fait, tu sors ton ordinateur, tu essaies d'appeler quelqu'un, etc. Et en fait, ben, l'enfant, il le ressent, il est juste infernal. Enfin, je donne l'exemple Oh, oui, de mon oui. fils ici, de Nathan. Et clairement, c'est juste impossible. Et donc, lui, il est frustré parce que maman est là, mais maman n'est pas disponible. Et moi, je suis frustrée parce que j'ai pas fait ce que j'avais dit que je ferais. D'accord? Et donc maintenant, Clairement. j'ai vraiment pris le parti de, OK, quand je suis avec toi, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone, Mm. d'accord? Et de créer ce temps après, parce qu'effectivement, on n'a jamais fini, surtout en tant qu'indépendant, hein, clairement, on est bien Mhm. d'accord, ou j'ai pas eu le temps de faire ce sport et tout ça, mais je prévois ce temps pour après. Comme ça, il n'y a personne qui est frustré, ni moi, ni Nathan, de voir, bah, tiens, maman, elle est dans la pièce, mais elle est quand même pas avec moi. Parce que les enfants, ils ressentent très fort hein, ça. Le nombre d'adultes qui sont, hein, tu sais, quand tu vas au parc ou quoi que ce soit, où tu vois des parents et tout ça qui sont sur leur téléphone. Alors c'est bien, ils sortent leurs enfants et tout ça, on va à l'extérieur, mais Mm. si c'est pour passer tout le temps connecté à ce téléphone, je pense que ce téléphone, c'est vraiment une drogue et c'est vraiment Ah ouais. une Mm. coupure de moments de présence, que ce soit avec nos enfants, avec nos amis ou peu importe. Je pense que c'est important et si je peux conseiller aux personnes qui nous écoutent de vraiment essayer de mettre ça de Mm. côté, il y a personne qui va avoir de problème s'il ne sait pas vous joindre pendant 2 heures. En même temps, vos enfants, les personnes normalement les plus proches, elles sont avec vous. Et donc voilà, personne n'est chirurgien, je pense, cardiaque. Mhm. Personne ne va mourir. Il n'y a pas de table d'opération, etc. Donc on se calme. Et ça permet aussi justement de ne pas créer de tension, de frustration ou d'attente. Tellement. Voilà. Alors je Ah dis oui, ça, oui, c'est oui, encore tellement. un défi au quotidien, mais je pense que c'est une bonne piste aussi pour voilà, être dans cette pleine présence Ah avec oui, nos mais enfants. je te rejoins. Moi, j'ai essayé de faire ça, parce que je me rendais compte que je pouvais, en plus de donner moins mon attention aux enfants, ça ajoute un stress parce que je fais 36 choses en même temps. Je prépare à manger, pendant que ça cuit, j'essaye de faire la dictée de Mia, et puis je lis mes mails en même temps. Donc, cette question de la rentabilité du temps, je pense qu'elle est très présente aussi chez beaucoup de parents. Et je trouve que c'est dommage. Et même chez les gens, de manière générale, on en est à un moment où on veut rentabiliser la moindre minute de notre temps. Et donc, on fait des multitâches tout le temps. On n'est jamais dans le ressentir, dans le moment présent, dans l'être. Tu vois, on est toujours dans le faire et pas dans l'être. Et donc, au moment, je me suis rendu compte, je me suis dit, non, c'est plus OK, je peux pas préparer mon souper, etc. Et donc, pendant tout un temps, quand je rentrais, je mettais mon téléphone sur le petit meuble de l'entrée. Je me dis, OK, j'y touche pas. Sauf que je me rends compte que bah, pour faire une recette, j'ai besoin de mon téléphone, tu vois. Voilà. Puis je veux vérifier un mot pour les devoirs de l'une ou de l'autre. Ben, je vais voir sur mon téléphone. Et en fait, je prends mon téléphone et là, c'est l'enfer qui commence parce que du coup, en plus, j'ai une petite difficulté avec l'attention, moi, hein, mais donc je prends mon téléphone, c'était pour regarder un mot dans le dictionnaire, mais je l'ouvre et je vois que j'ai une notification. Ah oui, ben je vais répondre à Sophie, elle m'a envoyé un message, tu vois. Ah oui, c'est ça. Et puis j'en oublie le premier mot, puis j'ai oublié la recette et je me retrouve, ça fait un quart d'heure que je suis sur mon téléphone et j'ai rien vu venir, quoi, tu vois. Bien Donc en sûr. fait, je me dis que se passer du téléphone quand on est avec les enfants, c'est chouette. Il faut juste réfléchir avant, peut-être. Je dis ça parce que ça, c'est mon côté coach, tu vois, le côté Bien implémentation et sûr. côté pratique, mais se Mhm. dire peut-être, alors, je regarde des recettes dans un magazine ou dans un livre papier, ou bien je prends une tablette sur laquelle j'ai pas mes notifications, ni mail, ni WhatsApp, ou quoi, qui me sert juste à aller sur Internet et à surfer sur des choses. Tu vois, c'est peut-être multiplier, bon, c'est peut-être multiplier les outils, mais au moins, tu es sûr que ton téléphone sur lequel il y a plus le côté rapport aux autres et communication, bah, tu l'as pas dans les pattes quand tu prends des moments comme ça, quoi. Bien sûr. Je pense qu'il y a plein de solutions et à chacun d'implémenter ou chacune Ouais, à fond, tu parles exactement. à ce moment-là, peut-être qu'un jour c'est un bouquin de recettes et le lendemain ce sera autre chose, mais au moins essayer de conscientiser. Ah Oui, oui, tiens, c'est vrai que je suis fort avec mon téléphone. Qu'est-ce que je pourrais faire dans ces situations-là? Pas se à fond. flageller quand on se retrouve encore avec le téléphone. Ah mince, il est de nouveau dans ma main et c'est pas ce que j'avais prévu. Bah, peut-être juste le conscientiser et se dire ah ben voilà, là j'ai foiré, ben c'est pas grave et comment est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois, etc. Et c'est un travail d'une vie et de tous les jours, hein, de toute façon. Mais clairement. Oui, oui, et peut-être aussi impliquer les enfants dans la recherche de solutions, tu vois. Leur dire, tiens, voilà, je remarque que je suis encore sur mon téléphone. Mm. Vous pensez qu'on pourrait faire comment? Ou tiens, on ferait quoi? Ou tu vois. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant d'impliquer les enfants. Clairement. Surtout que nos enfants, un jour, ils auront aussi, j'ai envie de dire malheureusement, des téléphones. Et donc, est-ce qu'on a envie d'une famille où tout le monde est sur son smartphone et ne se parle plus, etc. Voilà. Et aucun jugement, chaque famille fonctionne comme elle veut. Voilà. En même temps, si on a envie encore de l'interaction et tout ça, moi, je pense que c'est
l'antidote à toute interaction, hein, ce téléphone. Donc, c'est vraiment ça. Ça nous coupe, Claire. donc, à voir ce qu'on a envie de faire, des moments qu'on a envie de créer, c'est sûr. Donc, c'est important. Mais oui, impliquons nos enfants parce que eux, ben, de nouveau, ils répètent ce qu'ils voient aussi, hein. Donc, Tellement, tellement. Ça, je trouve que c'est une grande prise de conscience, moi, que j'ai eue en tant que maman, c'est de me rendre compte à quel point ce que je fais, bah, est un plus grand, et influence beaucoup plus les enfants que ce que je dis. Donc, si je leur dis, en fait, c'est important de se parler, les enfants, hein, c'est important qu'on partage ce qui s'est passé de notre journée. Si quand elles rentrent de l'école, je suis scotchée sur mon téléphone, en fait, ce que je dis n'a aucune importance par rapport à ce que je fais. Je leur montre qu'en fait, non, on s'en fout et je reste juste concentrée sur mon téléphone, tu vois. Donc après, ce serait compliqué d'aller leur dire, et pas de téléphone, hein, les enfants, tu vois. Donc ça, je trouve qu'en tant que parent, c'est un peu difficile aussi parfois parce que enfin moi je me dis, mais en fait, je dois être exemplaire dans mes comportements, tu vois. Dans mes comportements, je dois incarner les valeurs que je porte auprès de mes enfants, quoi. en tout cas, le plus possible parce qu'on n'est pas Oui, pas parfait. tout, Nous bien sommes sûr. humains, humaines, d'accord? Et donc, voilà, comme quand de temps en temps, ça nous arrive de crier sur notre enfant parce qu'il crie et arrête de crier en criant. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de faire. Et pourtant, ça nous arrive à tous et à toutes. Et c'est OK, mais c'est juste à nouveau de se dire, ouais, Pas bah, mal. t'as un peu foiré parce que c'est pas comme ça que ça va marcher. Mais au moins, on se le dit, tu vois, c'est ça qui est important, je trouve. Et Ah de oui, oui, oui. comment Oui, on peut on se faire le passer le dit message, tu vois. à fond, on se le dit. Et puis, moi, je leur dis, en fait, tu vois, quand ça m'arrive, en fait, après, très vite, je leur dis, bah voilà, je suis désolée, mais j'ai juste fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et en fait, c'était pas la peine de crier. Voilà. En plus, tu vois que ça marche pas, parce que toi-même, ça t'a pas calmé, en fait. Donc, voilà. Mais je pense que passer le message aussi à nos enfants et bah, tu vois particulièrement toi qui as des filles comme tu disais tout à l'heure, cette fameuse image de la Wonder Woman là, tu vois, on est Ouais. censé être parfaite sur tous les fronts, bah non, maman elle est pas parfaite et c'est ok. Maman elle se Bon, remet ça, en mes filles, elles le savent question bien. et de pouvoir échanger, tu vois, et de se dire et s'excuser et voilà et de recontextualiser tout ça, je trouve ça super important Ouais. que nos enfants voient aussi qu'on n'est pas parfait, parce que moi, j'avais cette image aussi des parents qui doivent être parfaits, etc. Et donc, quand tu vois ton parent qui déconne ou qui fait pas quelque chose qui est censé être normal, à nouveau, c'est quoi la normalité? Mais ça te pose question, quoi. Alors que si ton parent conscientise déjà de lui-même et vient t'expliquer, etc., moi, je trouve que ça donne un Oui, mécanisme de fonctionnement déjà différent à nos enfants et une autre image aussi, un autre idéal. C'est important. oui. Oui, je trouve aussi. Je trouve aussi que ça leur donne d'autres schémas et de manière générale, même indépendamment de schémas qu'ils pourraient répliquer en tant que parents, juste d'être humain à être humain, tu vois, de se dire en fait, en tant que personne adulte, on peut reconnaître quand on fait des bêtises et on peut aussi enfin, présenter ses excuses et reconnaître qu'on n'a pas fait de bonnes choses parce que ce soit dans leur rôle de parent ou d'amitié ou de travail, même, tu vois, d'un moment de se dire ça sert à rien de faire comme si tout était bien et comme si on avait tout bien fait, tu vois. Un peu d'humilité, en fait, c'est bien à tous Oui. les niveaux de la vie. Oui. Et d'authenticité. Ah, à fond, Ouais. à fond. Tu vois, dans les workshops que je donne en entreprise, on parle beaucoup des émotions. Alors déjà, ça, c'est un mot banni, tabou, Bien interdit. sûr. Et j'aime bien partager aux parents qui assistent à ces workshops aussi de dire, ben, c'est bien pour vous déjà de pouvoir donner une place, nommer vos émotions et voir ce qu'on va en faire parce qu'il y a des messages derrière. Et en même temps, c'est chouette aussi de pouvoir montrer de nouveau à vos enfants que c'est OK d'avoir des émotions parce que tout le monde en a, nous sommes des êtres humains. Et de voir aussi, ben, tiens, comment est-ce que maman ou papa, elle fait avec cette émotion, etc., etc. C'est super chouette aussi. C'est un beau cadeau qu'on peut faire avec à nos enfants. Parce qu'à nouveau, nous, alors je ne, pas de réclamation à faire à nos parents, hein. Chacun a eu l'éducation, l'évolution et les informations aussi à disposition. Mais aujourd'hui, je trouve que ce sont des beaux cadeaux qu'on peut faire à nos enfants aussi, de dire, bah, OK, bah, la maman, elle est vraiment fatiguée parce que la journée a été compliquée. Donc, je suis pas en forme, mais je suis un peu énervée. Et voilà, désolée, c'est pas par rapport à toi, je m'excuse. Et d'ailleurs, ça va être bien pour moi de faire X ou Y chose pour justement être un peu mieux. Je pense que c'est important aussi de verbaliser à nos enfants que c'est pas toujours et c'est souvent ça n'a rien à voir avec eux clairement. Et c'est important de verbaliser de nouveau ça parce que les enfants ils ont tendance à prendre pour eux et se dire que si papa ou maman Ouais, ils ça vont c'est pas vrai. bien, c'est à cause Ouais, d'eux, alors que pas du tout. Donc, clairement. de nouveau en verbalisant, en mettant des mots sur les choses, les émotions, etc. Ça ne peut que aider et comme tu dis en toute humanité, en toute authenticité. Je pense que c'est Oui, très important. Vraiment.
Moi, je pense que pour la confiance, ce que tu dis là, c'est très important. La confiance que l'enfant se fait à lui ou à elle-même et aussi aux parents de se dire, en fait, OK, je n'ai rien à faire là, enfin, je n'ai rien à voir là-dedans, en fait. Ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose qui fait que ma maman ou mon papa est un peu furax, quoi. Donc, ça, c'est chouette aussi. Ouais. Clairement. Edith Chincy, on parlait d'éducation, d'exemples, Mhm. etc. Quand on parlait de ce changement identitaire, moi j'ai pas mal de personnes que j'accompagne qui ont des difficultés avec des repères qu'elles auraient pu avoir avant de devenir maman, et puis Mhm. qu'elles aimeraient bien retrouver une fois qu'elles sont devenues maman et qu'elles retournent travailler, etc. Et donc moi je travaille aussi beaucoup en coaching la conscientisation de se dire, bah non, ces repères d'avant qui n'existent plus. Il y a plein de petits deuils à faire aussi, hein, tu sais, dans la maternité par rapport à avant je faisais ça, j'avais du temps pour moi, je faisais beaucoup de choses, ou peu importe chacun ses petits deuils et ses repères. Et l'important, c'est, je pense, recréer, enfin créer de nouveaux repères, tu vois, dans sa maternité, dans sa parentalité. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle et que tu voudrais partager avec nous par rapport à peut-être des anciens repères qui ont été difficiles à abandonner ou des nouveaux que tu as créés en tant que maman? Dis-moi un peu. Attends, ça me demande de me replonger, surtout au T'en début, prie. parce que c'est des changements. En fait, on n'y pense plus. Enfin, le fait que j'ai besoin de prendre du temps me fait réaliser que finalement, on s'adapte très fort et très, et très vite à cette nouvelle normalité, tu vois? Comme si tu me demandais de parler d'une vie antérieure, quoi. C'est vraiment marrant, tu vois? Je n'y ai même jamais pensé à ce genre de choses. Mais oui, je dirais que je pense que la chose qui m'a le plus marqué, c'était la place que le couple pouvait avoir dans ma vie, quoi. Et à quel point, à l'arrivée du premier enfant, surtout, en fait, je m'imaginais que ce serait pareil qu'avant. Donc, si je me remets dans la tête de Cinzia d'il y a maintenant 11 ans, je pense que je me disais, oh, c'est super quand Mia va arriver. On va pouponner tous les deux, et ce sera super, et on aura juste, ce sera juste un membre de plus, tu vois, ça sera super, quoi, ça sera Facile. génial, tu vois, ça sera super. Et on fera plein de trucs ensemble et on fera encore plein de trucs tous les deux parce que ça changera pas la vie de couple et tout ça, sauf que ça, c'est le mensonge qu'on se fait à soi numéro un. Ça Tout à fait change d'accord. tout dans le couple, mais tout. Et donc, moi, voilà, je sais que j'ai mis beaucoup d'énergie dans le fait de garder des moments à deux. Ça, c'était vraiment quelque chose pour lequel j'ai beaucoup œuvré, vraiment. Plus pour le papa des enfants, c'était pas plus difficile pour lui parce que c'était difficile parfois de s'octroyer ces moments-là. Mais pour moi, c'était essentiel. Et donc, j'ai continué à mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Et je me remercie de l'avoir fait parce que je pense que ça, pour l'équilibre, en tout cas, c'est très important. Alors, c'était impossible de garder la proportion d'avant, évidemment, mais de mettre des rendez-vous ponctuels, pas ponctuels, mais réguliers, pardon, des rendez-vous réguliers à deux, je veux dire, c'est super important parce que tout à l'heure, tu parlais voilà, de prendre du temps pour soi et c'est vrai que j'ai essayé de continuer à garder des repères d'avant qui étaient bah, le sport et des choses comme ça. Euh, mais ça a été déséquilibré pendant longtemps. C'est-à-dire que pendant longtemps, je me disais, OK, le mois prochain, je recommence le sport, j'y vais. Le mois prochain, c'est sûr, hein, parce que j'aurais retrouvé un équilibre, j'aurais retrouvé du temps. Et puis, c'était 8 mois plus tard, j'avais toujours pas fait. Quoi, tu vois. Bien sûr. Mais par contre, le temps à deux, ça, j'y ai vraiment accordé de l'attention et de l'énergie dès le début. Voilà. Donc, mais après, j'ai dû faire le deuil, oui, de pas mal de choses. Par exemple, je sais pas moi, un truc. Moi, j'aime bien fonctionner à l'improvisation. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui aime bien prévoir. Je sais le faire, mais je n'aime pas. Et j'aime les moments improvisés. Et donc ça a été, je pense, le plus grand deuil pour moi, de me dire en fait, de prendre mon téléphone et d'appeler mon compagnon, lui dire, écoute, ce soir, je rentre 2 heures plus tard parce que avec les copains du boulot, on fait un apéro ou je sais pas, ou bien je passe chez mes parents et je vais leur dire bonjour en impro. Je n'ai plus pu faire ça. Voilà. Et donc, pour moi, ça a été un deuil de devoir structurer ma vie personnelle. Ma vie professionnelle, ben, ça, c'était déjà structuré. Donc, voilà, ça n'a pas été un gros changement. Mais par contre, ma vie privée, de me dire que je devais faire maintenant l'impasse de moments hyper spontanés ou de partir en week-end. Voilà, moi, je suis du genre à beaucoup faire des surprises, etc. Et donc, j'aimais bien faire des surprises à mon compagnon, lui dire, eh ben voilà, et on part en impro, et on part ce soir, on fait notre sac, on sait pas où on va, on s'en va. Bah, ça, quand on a un enfant, c'est un peu plus compliqué. C'est pas du tout impossible, parce que ça, c'est important. Enfin, pour moi,
On disait que c'était important de continuer à le faire, mais ça demande une logistique et il faut prévoir, quoi. Voilà, on peut plus faire en impro, on peut plus se dire, ah, il fait beau, on se barre à la mer un jour, quoi. Faut, faut prévoir. Voilà. Ouais. C'est beaucoup moins improvisé, clairement. Ah oui, c'est C'est beaucoup moins certain. improvisé. Et tu as remarqué maintenant, aujourd'hui, comme le temps que ça prend, alors plus tu mets de maman, de femme dans un doodle ou dans une réflexion par rapport à trouver un temps pour se voir, et comme le délai entre bêtement s'organiser une bouffe entre copines ou un Ça, café, n'est-ce pas, hein, ça nous est déjà arrivé pas ah, mal de fois, 3 mois. de se dire, voilà, combien de semaines ou de mois on va devoir attendre avant d'avoir ce moment planifié. C'est Ah ouais. incroyable, incroyable. C'est risible, en fait, pour des personnes qui n'ont pas d'enfants. Je me rends compte, moi, j'ai tout un tas d'amis qui n'ont pas d'enfants. Bah, elles sont hyper occupées aussi pour d'autres choses. Donc, elles ont aussi des agendas de fou parce que je pense qu'il n'y a pas que le fait d'être maman qui fait nos agendas. Mais alors, elles se marrent, quoi, à chaque fois. Tu vois, elles se marrent en me disant, mais attends, ah bon, mais ton enfant, il a un agenda plus chargé que nous, quoi, aussi, parce que, ah oui, mais attends, tel week-end, elle a l'anniversaire de machin, tel week-end, elle a son mini-camp scout, là, elle a un spectacle, et tu dis, en fait, je dois gérer, je suis devenue secrétaire de quelqu'un, d'une ministre, quoi, tu vois, en plus du mien, donc c'est Oui. trop bien, c'est génial. Donc, tu dois jongler avec plein d'agendas, avec plein de contraintes, quoi. Et donc, en effet, la disponibilité qu'on a, elle est beaucoup moins. Mhm. On est bien d'accord. Donc oui, ce côté spontané, ça peut encore arriver, mais bon, ça devient Ouais, effectivement un peu plus rare. Donc ça fait partie de tes repères ou des changements marquants pour toi, hein. Le ouais, couple, je te rejoins aussi. Pour revenir 2 minutes à ça, j'avais fait un épisode de podcast là-dessus où effectivement, dans pas mal de couples et de familles, cette partie couple, elle est relayée au dernier plan pendant un certain temps, parce que fatalement, la parentalité va prendre énormément de place, c'est un énorme chamboulement et on essaye de faire comme on peut avec ce petit être complètement dépendant de nous. Et puis, il y a cette reprise du boulot qui arrive quand même assez rapidement et donc on essaye quand même de rester vivant, de survivre malgré potentiellement, sauf quand on a tiré le gros lot à la loterie, mais en général, bon, nos bébés dorment pas toujours encore énormément quand on compte bosser. Et donc, c'est pas facile. Et donc, c'est vrai que mettre du temps dans son couple à ce moment-là, c'est pas simple. Donc, et puis alors peut-être se dire aussi, j'ai envie d'interaction sociale, et donc de retrouver du temps pour mes amis aussi, des choses comme ça. C'est pas facile à jongler par rapport à toutes ces choses, c'est clair. Moi, il y a une phrase que j'aime bien oui, partager, c'est on peut tout faire, mais pas au même moment. Donc, exact. pouvoir Il y a un temps accepter pour chaque aussi que chose. pendant tout un temps, cette parentalité, elle va prendre beaucoup de place. Et puis après, et ça de nouveau, c'est le rythme de chacune ou chacun d'entre nous, c'est à un moment donné, tiens, là je ressens en moi, et c'est bien de pouvoir le verbaliser, que ce soit à son conjoint, sa conjointe ou autour de soi, de se dire, ben là maintenant je suis prête, tu parlais du sport aussi, hein, qu'on Mm. sort complètement de nos routines pendant un certain temps, et de nouveau c'est ok. Par contre, quand on sent que ça commence vraiment à poser problème, là c'est peut-être de se poser la question et de se dire, non mais là j'en ai vraiment besoin. Donc, comment est-ce que je peux le réintégrer et c'est ça pour moi, hein. Moi, je préfère parler d'harmonie, d'équilibre, tu vois, écrire À du fond, trop que la vie, à peu importe. fond, c'est Harmonie, vrai. je trouve ça plus joli. Et de se dire, bah là, j'avais mis le curseur très très bas où je l'avais carrément sorti de mes casquettes, mais là, j'ai envie de remettre ma casquette de femme sportive parce que j'en ai besoin. Donc, c'est important Clairement. aussi de se dire, Oui, clairement. Et comme tu dis, je pense que cette harmonie, elle prend du temps, tu vois, elle prend du temps vraiment. Et je pense que c'est un leurre. Et je pense que, bah voilà, les réseaux sociaux, la comparaison sociale fait que, on a une image très dorée comme ça de la maternité et on voit ces nanas qui, après 3 semaines, font du crossfit ou, ont retrouvé leur silhouette d'avant, vont boire des verres avec des copines et sont des super nanas avec leur mec ou leur copine. Et c'est bien, hein, c'est génial, il y en a qui arrivent et je suis super, c'est super cool. Mais c'est quand même pas la majorité. La majorité, les premières semaines, tu prends pas ta douche tous les jours, tu manges pas à ta faim tout le temps, tu vis plus pour toi, tu as du lait caillé partout. Enfin, je veux dire, faut remettre un peu les choses dans leur contexte, tu vois. Ça ressemble pas vraiment à un film hollywoodien. Et je pense que le gap, il est là aussi. Il est dans la projection qu'on a, dans le fantasme qu'on a de la maternité, et puis ce qui se passe vraiment. Et c'est rude. Le choc, il est méga rude. Parce que si tu t'en fais une idée toute rose, alors c'est pas tout noir non plus. Ça, c'est aussi magnifique, c'est merveilleux. On est plein d'amour, plein d'euphorie, plein de découvertes. C'est extraordinaire. Mais c'est aussi des moments de doute difficiles, des moments où on se met entre parenthèses pour se consacrer à un enfant, à une nouvelle structure.
Et ça prend du temps. C'est ça que je veux dire. En fait, ça prend du temps et c'est OK, hein, que ça prenne 3 mois pour certaines et peut-être 6 ou 10 ans pour d'autres. C'est OK, en fait. Et voilà, tant qu'on avance à son rythme et qu'on se respecte Chacun son rythme. à fond, à fond. Il y a pas de normalité, quoi. Exactement. Chacun son rythme, chacun ses besoins. Par contre, c'est intéressant Mm. d'aller se questionner régulièrement et de savoir là de quoi j'ai besoin. Et ça change tout le temps, parce qu'on évolue tout le temps, nos enfants évoluent, notre couple évolue, notre famille, peu importe. Donc, c'est bien de se reposer ces questions régulièrement. C'est Ouais, d'aller un peu. C'est pas oui, toujours confortable, donc les gens ils aiment pas trop. Hein. Moi, j'aime bien aller. non. Et ça, c'est ah non, Sophie, tu m'embêtes. Bah, écoute, tu veux qu'on travaille ensemble, donc on va aller un peu te chercher. C'est pas toujours confortable, justement. Allons-y, quoi. Ah oui, clairement. Et ça, peut-être, c'est quelque chose que je ferai maintenant plus avec mes amis, par exemple, tu vois. Maintenant, je suis plus attentive à ça quand autour de moi, j'ai des jeunes mamans. En fait, j'essaye régulièrement de leur demander, mais en fait, tu as besoin de quoi en ce moment? Et de pas partir du principe que je sais de quoi elles ont besoin parce que j'ai été moi-même maman. Pas du tout. On a toutes des besoins différents. Mais par contre, de régulièrement leur dire, OK, plutôt que comment tu vas, c'est plutôt, OK, tu as besoin de quoi en ce moment? Ou voilà, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que de quoi tu as besoin? En fait, la question pour moi, c'est vraiment de quoi tu as besoin, en fait. Euh, Parce que du coup, ça les amène aussi à réfléchir à ça, à réfléchir à elles, à leurs propres besoins et pas tout le temps aux besoins de l'enfant. Et je peux confirmer que cette question, tu ne la poses pas qu'à des jeunes mamans. On est bien d'accord. Et merci de Oui. poser ces questions qui font beaucoup de bien, surtout les échanges qui en découlent. Donc, Hmm. Bah, merci d'avoir l'ouverture d'esprit aussi, de pouvoir discuter honnêtement et sincèrement. ça fait tellement de bien en même temps. Hein, tu sais bien, une fois qu'on commence à travailler là-dedans et de voir les effets que ça peut faire sur Hmm. nous-mêmes et sur les autres, on aime bien. Clairement, On aime bien. clairement. Alors, j'ai envie de te poser deux questions, mais je peux pas le faire en même temps. Mais tu as prononcé les deux choses, donc je vais réfléchir à laquelle je pose en premier. Qu'est-ce que tu viens de dire? On peut tout faire dans la vie, mais il y a un moment Pas pour chaque toujours en même chose. temps. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Allez, je vais me lancer sur celle-là. Donc, comme tu Mhm. sais, le podcast, il s'appelle Gap de parents. Donc, gap, j'adore ce mot pour dire qu'il y a tellement d'écart entre, comme tu viens très bien de l'exprimer justement, c'est ça qui m'a fait sourire, Hmm. le fait de ce qu'on avait imaginé et ce qu'on vit réellement dans notre vie de maman, de parents. Gap générationnel, différence d'opinion, d'expérience, peu importe. Est-ce que tu pourrais, Cinzia, partager avec nous quel est le plus grand gap pour toi que tu as vécu ou que tu vis encore aujourd'hui, peu importe, hein, parce qu'on peut vivre des gaps permanents aussi, ou qui prennent un peu plus de temps. C'est quoi celui que tu aimerais bien nous partager là? Bah, écoute, il y en a un qui me vient spontanément, mais je ne sais pas si c'est le plus probant dans ma vie, mais c'est celui qui me vient. C'est qu'en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez indépendant et j'aime bien faire les choses par moi-même, tu vois. Et ça, c'est une belle claque, je trouve, en tant que maman, c'est que il y a un proverbe africain que m'a dit au moment de la naissance de ma grande fille, la tante du papa de mes enfants, qui est une femme que j'aime de tout mon cœur. Si un jour elle écoute ce podcast, tante Jeanne, sache que je t'aime beaucoup. Et donc, tante Jeanne m'a dit, tu sais, Cynthia, il faut un village pour élever un enfant. Et je pense qu'il n'y a rien de plus vrai que ça. D'ailleurs, je suis un peu émue en te le disant, en te le racontant. Parce que cette notion de communauté, je trouve qu'elle est tellement importante, cette notion de soutien aussi, tu vois. Oui, Euh, moi, surtout pour ma deuxième fille, pour Imae, elle est née dans des circonstances un peu particulières, positives, hein, mais particulières, dans le sens où on avait acheté une maison et qu'on a déménagé quand Imae avait 3 semaines et que c'était un déménagement, c'était pas dans une maison facile, c'était dans une maison dans laquelle il a fallu faire des tranchées pour refaire l'électricité. Enfin, on vivait un peu dans. Bon, c'était compliqué, quoi. On vivait dans des travaux et c'était poussiéreux et crade et c'était pas mais encore pour accueillir un enfant. Mais bon, voilà, enfin 2 enfants, etc. Et donc, ça a été un peu compliqué parce que la fin de ma grossesse, j'ai pas vécu du tout en repos parce que je devais préparer le déménagement. Et l'arrivée d'Imae, j'étais pas du tout en repos non plus parce que j'étais en train de faire du bricolage et des caisses, quoi. et Euh, tu avais déjà un enfant, accessoirement, hein, c'était une deuxième, et donc j'avais déjà un enfant. Voilà, exactement. Et en plus, il y avait beaucoup de travaux à faire et c'était fait par mon papa, par le papa des enfants. Et donc, c'était peu de présence, vraiment très, très peu de présence
du papa des enfants. Donc, voilà, moi qui aime bien faire les choses toute seule, là, la vie m'a bien dit, bah tiens, voilà, tu vas le faire. Tiens, voilà, tu vas faire ces moments de vie là, tu vas bien les passer toute seule. Pas toute seule, non. Et c'est justement là que je voulais en venir, c'est que j'ai en fait été vraiment très fort soutenue par mes amis proches, puis ma maman qui était venue pas mal m'aider pour le déménagement, etc. Mais alors, c'est des choses, je pense que certaines de mes amies n'en ont même pas eu conscience, mais qui m'ont touchée à l'infini, quoi. Je me rappelle de mon amie Cécile qui est venue m'amener de la soupe quand je venais d'accoucher et que j'étais encore entre les deux maisons. Elle habitait derrière chez moi à l'époque et elle m'avait amené plusieurs fois des choses à manger. Mon amie Marjo qui venait avec des plats de lasagne et qui venait empaqueter avec moi pendant des heures, une patience de fou. Elle-même, elle était enceinte, mais on a accouché. Mon amie d'enfance et moi, on a accouché à 3 mois d'intervalle. Donc, elle est venue m'aider quand elle était elle-même. Enfin, voilà. Et toutes mes amies qui m'ont soutenue aussi beaucoup psychologiquement. Enfin, je pense à plein de gens, à ma tante aussi, Maria, qui a toujours été ultra présente. Et en fait, j'ai conscientisé à quel point c'est vrai en fait. Il faut un village pour élever un enfant parce que soi-même à un certain moment, on n'a pas l'énergie, physiquement, c'est juste pas possible. Et puis ce soutien-là, enfin moi je l'ai surtout vécu de femmes, hein, c'était le soutien Bien sûr. de femmes autour de moi, mais c'est tellement précieux. En fait, ça n'a pas de prix. C'est incroyable quoi. Et ne fût-ce que parfois un appel. Voilà. Alors moi, je pensais que je pouvais gérer ça toute seule, qu'il n'y a pas de problème, que je pouvais gérer le déménagement, la grande qui vivait une crise parce qu'elle devait elle devait rentrer en primaire en plus. Enfin, c'était en maternelle, pardon. C'était, voilà, pour moi, je pouvais gérer quoi. C'était bon, c'était ok. Je pouvais le faire. Et là, la vie m'a montré que bah non. Et il faut savoir demander aussi. Il faut apprendre à demander et surtout à accueillir quand les autres aident. Juste accueillir quoi. C'est ok. Ça fait pas de soi quelqu'un de faible parce que je pense que dans mon inconscient, il y avait vraiment cette croyance. En fait, je suis pas besoin d'aide, je suis pas faible quoi. C'est horrible hein, de le dire. Enfin, vraiment, je suis gênée de le prononcer, mais je pense qu'il y avait vraiment de ça dans ma tête. Et donc, c'était merveilleux d'avoir tout ce soutien, tout cet amour, toutes ces attentions de femmes incroyables. Voilà, ça, je pense que c'était un gap et une très belle gifle que j'ai prise. Ouais, waouh, j'adore. Merci pour ce partage. J'adore cette phrase aussi du village pour élever un enfant. Hmm, Comme tu dis, des choses qui n'ont pas de prix et en même temps qui ne coûtent pas spécialement de l'argent, hein, parce qu'avec toutes ces listes de naissance, ces cadeaux hors de prix, etc., c'est pas ça dont on a besoin. C'est tellement cet amour, ce soutien, ces bons petits plats, ces choses, ces présences. C'est ça dont on a besoin à la naissance de nos enfants, mais aussi par la suite. Je pense que quand on a des moments aussi un peu plus compliqués, c'est super de pouvoir avoir ces personnes ressources sur lesquelles on peut compter et qui sont là. Ouais, cette communauté, c'est pas juste à la naissance de nos enfants, c'est vraiment au quotidien pour nous accompagner. Je pense que c'est essentiel, vraiment. ah, tellement. Mais vraiment, je suis très touchée en t'entendant, en fait. Oui, et c'est fou la force que ça donne, en fait. La communauté, l'entraide. Et c'est fou parce que ça demande parfois un tout petit geste à la personne, mais l'effet, il est énorme. Énorme. Il suffit d'une phrase, d'un SMS de quelqu'un qui te demande au bon moment comment tu vas, ou de quoi tu as besoin, ou J'allais te le dire. tu vois, il Ouais. suffit de ça en fait. Ça demande pas grand-chose à la personne, et je trouve que l'effet il est énorme, tu vois. Ou juste l'écoute en fait, juste écouter, sans juger, sans donner ton avis, juste être là pleinement présente pour quelqu'un, surtout dans ces moments-là qui sont des moments bouleversants de vie, des moments de vie bouleversants, pardon. En fait, c'est géant, quoi. C'est vraiment géant. Alors, je suis hyper heureuse de l'avoir créé avec le Co26 dans un cadre professionnel, parce que je pense que ce qu'on a créé là, c'est une vraie communauté de soutien et d'entraide. Et en fait, je te remercie de le faire pour la maternité et la parentalité, parce que c'est hyper important, vraiment, d'avoir des moments et des espaces de partage, d'échange et aussi de pouvoir conscientiser que c'est important d'être soutenu et que tu le fasses toi-même d'ailleurs dans ton quotidien. C'est ça que tu fais, c'est que tu donnes du soutien, tu donnes du réconfort, de l'assurance et c'est tellement précieux, quoi, vraiment. Ouais. Merci. Mm. Et c'est important, comme tu dis, demander de l'aide, c'est pas un acte de faiblesse. Au contraire, c'est un acte de force et Mais, de mais parler de prendre soin non. de soi tout à l'heure, mais ça fait partie
de ça. Et finalement, les personnes autour de nous, les bonnes personnes qui sont autour de nous, ben, elles n'attendent que ça, de pouvoir nous aider. Et donc, oser, je m'adresse de nouveau à Oh, des personnes qui nous écoutent, si vous n'osez pas, ben, passer le cap, dépasser cette timidité, cette crainte et allez-y, poser la question. Comme je disais encore à une personne l'autre jour, la réponse, elle restera toujours non jusqu'à ce qu'on pose la question, vraiment. c'est Et en excellent temps ça. général, les gens, ils te répondent oui parce ils seront ravis de nous aider, de t'aider. Donc, c'est important et peut-être qu'ils pourront pas le faire, mais voilà, alors on va chercher une aide autre part. Mais en général, moi, je connais peu de personnes qui, quand ils ont demandé, clairement aussi, hein, parce que avoir besoin d'aide, c'est quelque chose, mais comme tu le dis si bien, de quoi est-ce que tu as vraiment besoin? Mhm. D'accord? Parce que j'ai besoin d'aide. J'ai encore une personne qui partageait ça dans un atelier la semaine passée. J'essaie d'exprimer à mon mari, j'exprime à mon mari que j'ai besoin d'aide. Ok? Super, bravo à toi de l'avoir exprimé, mais ça veut dire quoi? J'ai Ouais, besoin d'aide. De quoi as-tu besoin? De l'aide logistique, de l'écoute, avoir plus de personnes présentes à la maison, qu'est-ce que c'est une aide ménagère ou qu'est-ce que c'est? Exprime le besoin, plus de présence du papa par rapport aux enfants, qu'est-ce bien que sûr. c'est? C'est important. Et ça, c'est pas toujours facile non plus de l'exprimer. On sait pas toujours. Mais c'est bien de se poser la question à soi-même avant et Mhm. de pouvoir demander. Bah oui, et je pense que on ne sait souvent pas l'exprimer parce qu'on n'a jamais été entraîné et drillé à comprendre nos besoins. Tu vois, si depuis l'enfance on t'avait questionné sur ça, tu vois, quand tu ressens un inconfort, quand tu te sens pas bien, tu parlais de la gestion des émotions tout à l'heure. Si depuis l'enfance on t'apprend à discerner, c'est quoi l'émotion qui te traverse? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es en colère? Tu vois? Et de quoi tu as besoin là maintenant pour que ça passe? Si on avait fait ça avec nous, peut-être on serait des adultes aujourd'hui, beaucoup plus connectés à leurs besoins et à leurs émotions et qu'on pourrait plus facilement l'exprimer. Et mais on n'a pas, en tout cas, je dis on, moi, je j'ai pas été éduquée comme ça, tu vois. Voilà. Moi non Et plus, je te donc, rassure. Je ne sais pas si ça te oui, rassure, mais ça, mais, voilà, j'appuie mais l'idée oui, en tout cas. je pense que je pense ne pas être la seule parce que c'est pas du tout un reproche que j'adresse à mes parents ou à cette génération-là. Je pense que c'est juste une culture qui était très différente de la nôtre par rapport à l'éducation et ça évolue. Et quand nos enfants seront eux-mêmes des parents, très certainement qu'ils regarderont la manière dont on les a drillés ou gérés ou éduqués avec un regard tout à fait différent et certainement critique. Donc, peut-être qu'eux, ils reviendront à la fessée tu vois, au Qui truc sait? horrible que nos grands-parents ont vécu. Va savoir comment ça peut évoluer ces choses-là. Mais voilà, donc, je plaisante, mais je veux dire par là que ça, certainement que ça, ils auront un regard différent et c'est normal. Bien sûr, on est tout à fait d'accord. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, d'où l'importance aussi de si nous on met en place ces choses-là pour nous, de les mettre en place aussi avec nos enfants pour justement leur offrir Enfin, ce cadeau-là pour la suite, c'est certain. clairement. Et si on devait, parce que bon, la maternité, c'est aussi énormément de doutes, hein, de questions, ça on le sait. Quand je t'évoque le mot doute, quel serait le plus gros doute qui t'a habité, toi, Cynthia, ou un des plus gros, hein, parce qu'on peut en avoir, voire plusieurs par jour à certaines périodes, mais quel est le doute, en tout cas, que tu aimerais bien partager? Et l'idée, ce sera de rebondir justement sur qu'est-ce qui t'a permis de sortir de ce doute ou justement de reprendre confiance en toi par rapport à cette situation. Comme ça, je te laisse sélectionner Hmm. parmi tes doutes. Bah, écoute, vraiment, c'est une question super difficile parce que moi, je doute tout le temps. Hein, tu vois, je suis continuellement dans le doute. Mais je dirais que ouais, ce qui me fait douter parfois, c'est que ouais, j'ai parfois l'impression que je suis autoritaire avec mes enfants. Alors ça, c'est un fameux gap, voilà, par exemple. J'ai l'impression que je suis autoritaire, mais dans ce que mes amis me renvoient, ou ma famille même, c'est tout à fait l'inverse, tu vois. C'est, ah ouais, t'es vraiment cool avec les enfants, tu vois. Sous-entendu peut-être, t'es trop laxiste ou, tu vois, voilà. Et ça, pour moi, c'est un doute continu entre comment donner un cadre, parce que je pense que les enfants ont besoin d'un cadre, comment leur donner un cadre, mais sans qu'elles se sentent privées d'une forme de liberté ou de créativité, ou tu vois, comment je peux à la fois être cadrante et à la fois
leur donner des terrains de jeu où elles peuvent découvrir, explorer, parce que ce sont des valeurs importantes pour moi que j'aimerais transmettre à mes enfants. C'est vraiment l'exploration, la curiosité, mais aussi la confiance en soi, l'affirmation de soi, être connecté à ses envies, à ses besoins, aller chercher ce qu'on veut, etc. Et donc, je suis souvent dans cette ambivalence entre, OK, il y a un cadre à respecter, il y a un horaire, il faut y aller, et c'est comme ça, et bazar. Et en même temps, bah, les laisser libres d'explorer, tu vois, voilà. Ça, c'est un doute, un gros doute dans mon côté, dans ma maternité. Et qu'est-ce que tu fais du coup pour, je vais pas dire alimenter, au contraire, mais pour diminuer au maximum ce doute, même si j'imagine, je doute à nouveau que c'est quelque chose dont on puisse se séparer totalement. Mais comment est-ce que tu fais pour gérer ça du coup au quotidien? Bah, ce que je fais, parce que cette question est d'autant plus présente ces 2 dernières années, parce que je suis la moitié du temps seule avec les enfants, puisque leur papa et moi nous sommes séparés, et donc cette question est d'autant plus présente, parce qu'avant, je pense qu'il y avait, quand on est deux parents en continu avec les enfants, il y a une espèce d'équilibre ou d'harmonie, comme tu dis, qui se met plus parce que tu en as un qui est un peu plus cadrant, l'autre qui est un peu plus je sais pas comment nommer, voilà, je sais pas comment nommer, mais il y en a un qui est plus cadrant, peut-être l'autre qui laisse un peu plus libre, plus de liberté. Pas toujours évident du coup à trouver justement ce cadre commun, mais bon, c'est un autre débat. Mais clairement, je serais intéressée d'en discuter avec toi, exactement, parce que du coup, parfois les rôles se cristallisent et je trouve que c'est pas bon du tout. T'en as un qui est plus dans l'autorité, l'autre qui est plus dans la liberté, et donc ça c'est pas ok. Je trouve quand les rôles se cristallisent comme ça. Ouais. Le bon flic, mauvais flic, là, tu vois. Ah oui, complètement. Et les enfants, ils comprennent ça très vite, ils sont très malins et forcément ils jouent avec ça. Et donc, je trouve que c'est pas intéressant, même si on tombe dedans, tu vois. Bien sûr. Mais donc, voilà, quand on est parent solo à moitié du temps, ça veut dire aussi qu'il faut retrouver un équilibre en soi et plus avec l'autre, mais un équilibre en soi dans ces deux parts-là. Et donc, c'est une sphère que j'explore plus ces dernières années. Et enfin, je trouve que c'est une belle exploration à faire. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'essaye de, bon, ça prend du temps, évidemment, tu sais, je prends du temps pour mettre des choses en place. Mais du coup, ce que j'essaye de faire, c'est de me dire, OK, il y a des moments où on peut être vraiment en roue libre. Tu vois, il y a des moments où c'est OK. En fait, il y a certains jours où on a fait une espèce de charte avec les enfants. Certains jours où c'est OK, vous mangez comme vous voulez. Donc, il y a des jours sur la semaine, tu vois, ce jour-là, on est ensemble. Quand il n'y a pas d'invité, vous mangez comme vous voulez. Vous voulez manger sans les couverts, vous voulez manger avec vos doigts, vous voulez manger par terre, vous voulez manger dans votre chambre. Ce jour-là, en fait, c'est OK. Et bizarrement, elles étaient hyper excitées d'avoir l'autorisation. Alors, elles étaient contentes, mais bizarrement, elles n'en font pas grand-chose. Mais juste d'avoir la liberté de le faire, elles étaient contentes, tu vois. Et donc, voilà, ça, c'est cadré. Par contre, les autres moments, alors là, non, il y a des couverts, c'est des couverts, tu manges, voilà. C'est comme ça, il y a un cadre. Et c'est comme ça. Mhm. Et, quand Mhm. le repas, il est fini, il est fini. Tu reviens pas une demi-heure après en te demandant que tu as faim parce que t'as pas mangé ou non, c'est comme ça, en fait. On mange à table et on mange ce qui est à table. On va pas manger autre chose. C'est le même repas pour tout le monde. On fait pas de chipo. Enfin, tu vois, voilà. Donc, je me dis, il y a des espaces comme ça, tu vois. Il y a des moments où elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent jouer, elles peuvent mettre la musique à fond, elles peuvent danser, elles font ce qu'elles veulent. Mais à d'autres, bah là, maintenant, c'est le moment de partir parce que enfin, pour moi, le respect des horaires, c'est parfois compliqué à tenir avec tes enfants. Et donc, voilà, maintenant, c'est le moment de partir. C'est le moment d'aller te brosser les dents. Tu ne me fais pas une chorégraphie au moment d'aller te brosser les dents, tu vois. Voilà. Donc, j'essaye de donner des espaces de liberté, ce qui permet alors de se concentrer beaucoup plus sur de la rigueur et de la règle à d'autres moments. Et comment tu te sens, toi, Cinzia, la maman, dans ce cadre que tu expérimentes encore aujourd'hui? Tu te sens comment là-dedans? Je me sens avancée, je vais dire ça comme ça. J'ai l'impression que j'avance et que je découvre petit à petit des choses qui fonctionnent en ayant toujours en tête que ça va peut-être fonctionner 3 semaines et puis plus du tout. Parce qu'avec les enfants, il y a cette espèce de non-permanence qui est là, qui est perturbante, mais qui est là. Et donc, je me dis, OK, je prends ce qui est bon à prendre. Tu vois, si ça marche même 3 fois, c'est cool et je suis fière de moi et je suis fière d'elle Ouais. surtout. Et c'est bien. Mais ouais, je me sens évoluer et avancer. Super. Et comme tu dis, bah, ça fonctionnera peut-être 3 fois parce qu'aussi, ben, elles évoluent, elles grandissent. Il y a plein d'événements extérieurs qui peuvent aussi venir influencer cette, je sais pas moi, excitation ou peu importe. Et voilà, on fait comme on peut, hein, un pied devant l'autre et un jour après l'autre, et on se félicite quand on a des victoires et quand ça va pas, ben, on verra bien comment ce sera demain, n'est-ce pas? Carrément. Mais carrément. Vraiment la douceur avec soi-même et la bienveillance avec soi-même. Ah oui.
Et voilà. Et on a beau nous le dire. Enfin, moi, j'étais un peu hermétique à ça. Je comprenais pas. Tu vois, on me disait, ah, il faut être bienveillante avec toi-même. J'étais là, bah, ok, mais comment vous faites, en fait, pour être bienveillant avec vous-même? C'est quoi être bienveillant avec soi-même? C'est bien beau, tu vois, sur papier, c'est tout joli. Alors, voilà, namasté, tout ça, c'est super. Mais dans le concret, tu vois, au quotidien, c'est quoi la bienveillance? Et en fait, tout doucement, je commence à le découvrir aussi. La bienveillance, c'est se dire, OK, bon, aujourd'hui, j'ai fait de la merde, bah, c'est OK, en fait. Et c'est pas grave parce que j'en suis consciente, je ne le valide pas, je suis consciente. Et demain, bah, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se reproduise pas? Et même si ça se reproduit le lendemain, se dire, OK, j'ai refait un schéma, mais c'est pas grave, ça faisait 40 ans que je le faisais, donc tout doucement, il me faudra du temps pour m'en défaire. Et c'est OK, et je fais de mon mieux, et bravo, parce que tu gères bien au final, tu vois. Se dire, allez, tu gères, quoi. Déjà conscientiser qu'on fait potentiellement mal les choses et encore on met ce qu'on veut derrière le mal. Moi, j'aime bien mettre des gros guillemets. Et comment est-ce qu'on pourrait faire une prochaine fois? Déjà, avoir la conscientisation ou la démarche de le faire, c'est super. Et à côté de ça, ben, moi, j'inviterais peut-être les personnes à nouveau qui nous écoutent à se poser la question, OK, on se concentre sur qu'est-ce qu'on a fait de mal, mais qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Parce que je suis À sûre que j'ai fait fond, à clairement fond. au moins quelque chose de bien. Là, on parle du culte, Ouais, cultiver la gratitude et tout ça. Moi, je trouve ça génial. J'essaie de le faire aussi un maximum, les belles choses qu'on a vécues tous les jours. Et en même temps, tu vois, quand on s'autoflagelle comme ça, c'est de se dire à côté, OK, mais qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce qui était bien aujourd'hui, tu vois, pour revenir à des choses positives. Je pense que c'est super important. tellement. Moi, j'ai fait un truc, j'ai commencé à faire un truc cette année, c'est que j'ai une boîte à kiff. Et donc, dedans, j'ai écrit à chaque fois que j'ai un kiff super, quoi. Quand j'ai vécu un truc chouette qui m'est arrivé, que j'aime bien, ou bien quand je suis fière de moi d'avoir fait un truc, tu vois. Et j'invite les enfants à faire pareil aussi. Quand elles sont fières d'elles, elles écrivent, et alors on va le mettre là-dedans. Alors, de temps en temps, quand t'as un petit coup de mou et que tu te sens pas être la meilleure personne sur Terre, tu vois, t'ouvres cette boîte et tu lis. Alors, soit tu te replonges dans un souvenir super qui s'est passé, soit tu relis un truc dont tu es fier de toi. Et je trouve que ça, c'est intéressant aussi, tu vois, de se dire, ouais, j'ai fait ça et c'était bien, et c'est cool. Ou bien les enfants, elles ont fait ça et elles étaient fières d'elles et ça fait trop plaisir, en fait. Clairement. Cultiver le beau, les victoires, le bon. Hein. On est dans une société où si tu mets en avant des choses positives ou que, dont tu es fier, on va dire, ouais, t'as vu, c'est là comme elle se la Non, pète. ouais. Ben non. Je cultive justement le côté positif, les belles choses, les bonnes choses, les victoires. Et ça, c'est vraiment super important. Vraiment. Parce qu'on va Tellement, continuer à faire plein d'erreurs tous les jours et voilà, c'est pas grave, on avance pas à pas. Et à côté de ça, on cultive le bon et le positif. C'est important. à fond. Et pour ça, il y a un truc magnifique, on parlait d'être l'exemple, tu vois. Récemment, j'ai vécu un moment juste, mais lunaire avec les enfants, c'était magnifique. Moi, souvent, enfin, je suis très démonstrative et donc moi, je suis quelqu'un qui dit facilement les choses et donc très souvent, je leur dis qu'elles sont super, que je les trouve géniales, que quand elles font un truc sympa, je leur dis, ah, mais je trouve ça intelligent, je trouve que ton raisonnement, il est chouette. Et, ou bien quand je les observe avec leurs amis, je leur dis, ah, mais t'es une chouette amie, je trouve, sur ce coup-là, c'est vraiment super de prendre soin et tout ça. Enfin bref, tu vois, de prendre soin, je le fais moi-même. Euh, mais bref, je leur donne beaucoup de feedback. Et cela dit, quand j'ai un feedback négatif à faire, c'est pas que je l'évite, hein, je le refais aussi, mais j'essaye de nourrir leur confiance en elles avec tout ça. Et récemment, j'avais passé une journée, mais juste foireuse, comme pas possible. J'étais pas bien, c'était pas une bonne journée. J'étais bougon comme ça et tout ça. Et au moment de coucher les enfants, Imae, la plus petite, elle me serre super fort dans ses bras et elle me dit, mais tu sais, maman, tu dois avoir confiance. Tu es géniale. Tu es super. Et tu es incroyable avec nous. On pourrait pas rêver d'une meilleure maman. C'est incroyable. Tu dois croire en toi, maman. J'étais là, Waouh! j'étais complètement submergée d'émotions. Je me suis dit, mais, oh, mais c'est tellement beau. En fait, elle a senti. Bon, évidemment, je pense que j'étais un peu maman dragon ce jour-là. Donc, elle a dû plus que sentir. Elle a dû vivre que j'étais vraiment pas dans une bonne journée. Mais alors, elle a voulu peut-être me renvoyer ce qu'elle reçoit aussi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je me dis, en fait, il faut y aller avec les enfants, il faut montrer, faut pas avoir peur d'être transparent parce qu'à un moment, ils comprennent. Et alors, ça veut dire aussi que eux dupliquent ce qu'ils observent de nous. Et donc, si on met le focus sur le beau, sur la valorisation de l'autre, ils vont le faire pour les autres. Et je suis sûre qu'elle le fait pour elle aussi, tu vois, parce qu'à certains moments, elle dit aussi, bah, oui, voilà, elle avait eu un concours d'élocution et elle me dit, oh, j'ai pas eu la première place, hein, mais je suis super fière parce que je me suis bien amusée et bon, j'aurais pu étudier un peu plus si j'avais voulu vraiment, tu vois. Et en fait, c'est sympa de se dire, ok, elle a aussi de la bienveillance avec elle-même, pas qu'avec les autres, quoi.
Top. Ah, j'adore. Quelle Hmm. belle valeur et fonctionnement tu inculques à tes enfants. C'est beau. C'est chouette. Oh, ben, merci. C'est toujours en construction, hein, je précise. Ouais, ça ne s'arrêtera jamais, j'ai envie de te dire, hein. À C'est le fond, travail. à Oui, on fond, est bien d'accord. à fond. Et en même temps, à nouveau, je souligne la victoire et je trouve ça magnifique. Donc, je me permets de Merci, le partager merci, merci beaucoup, aussi. merci. Donc, Cinzia, c'est une maman qui a une certaine expérience depuis une dizaine d'années, on va le dire comme ça. Si on fait un bond dans le temps, mais vers le passé, vers la Mhm. Cinzia qui va mettre un pied dans la maternité, qu'est-ce que tu lui dirais avec toute ton expérience d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu auras envie de lui partager comme message? Mhm. Que ça va être chamboulant, que ça va être un nouveau monde qui s'ouvre et que c'est un nouveau monde inconnu complètement parce qu'il est nouveau pour chaque personne et qu'il ne ressemblera en rien au passé. Mais en fait, je voudrais lui dire de profiter à fond en fait, mais à fond parce que et de refaire les mêmes bêtises qu'elle a faites peut-être, tu vois, parce que c'était pas des bêtises, mais qu'au fond la seule chose que je lui dirais c'est en fait fais-toi confiance, vraiment juste fais-toi confiance. Fais-toi confiance dans tout ce que tu vas traverser avec les enfants, à côté de tout ça, juste te faire confiance et arrêter de croire que les autres ont les réponses et que la réponse des autres a plus d'importance que soi, tu vois, ou bien de trop faire, de trop remettre ma confiance dans les médecins parce que c'est un médecin, parce que elle sait ou il sait ce qu'il fait. Non, en fait, c'est se connecter à soi et que c'était, je lui dirais en tout cas, ça c'est sûr, je lui dirais que ça va être les deux plus gros changements de ta vie, mais par rapport à moi en tant que personne, je trouve que ça m'a changé beaucoup en tant que personne. Ouais, je lui dirais ça. Et ça t'a changé de quelle façon, quel adjectif tu mettrais sur ce changement? Ça m'a rapproché de moi-même, vraiment fort. En fait, c'est comme si et plus particulièrement pour Imae, parce que bah, pour Mia, j'étais plus jeune et je pense que bah, on revient toujours à ce processus lent chez moi. Je pense que ça a commencé avec Mia et que ça a été extrêmement révélateur avec Imae. Avec Imae, en fait, j'ai accouché sans péridurale et dans des conditions un peu particulières parce qu'en plus, elle a dû être induite. Donc, c'était un peu douloureux, quoi. Et Je suis sûre que le un peu euh, n'a même pas sa place dans cette phrase, mais bon. Ça n'a pas du tout sa phrase. Ça fait mal à crever, voilà. Soyons clairs, hein, on sait bien, on dit les choses en toute authenticité, donc vas-y. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, il y a eu un moment vraiment charnière en fait à ce moment-là. Je pense que et je m'en suis rendu compte après, mais en fait, à un moment, au moment de l'accouchement, j'ai eu un cri animal quoi, presque. Tu vois, un cri extrêmement animal. J'ai pas d'autres mots et ça m'a surpris moi-même. En fait, c'est à ce moment-là comme si je m'étais un peu dissociée, quoi, comme si j'étais sortie de mon corps et je me suis dit, waouh, c'est moi qui ai produit ce cri, ce truc-là. C'est moi qui ai fait ça. J'ai cette puissance en moi qui me fait crier comme ça. C'était un truc qui m'a dépassée, en fait. Tu vois, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui était née en même temps, tu vois, et une espèce de partie extrêmement puissante, en fait. Et, euh, et depuis ce jour-là, il y a eu une espèce de, c'était lent, mais c'est comme une espèce de rencontre avec moi-même et de la personne que j'étais vraiment et pas celle qu'on m'avait fait croire que j'étais, tu vois, ou que j'ai voulu me faire croire que j'étais pendant très très longtemps dans ma vie. Et du coup, ouais, je me suis connectée à cette force en fait. Et ça n'a plus arrêté depuis. Il y a eu tout le temps des choses en plus, et des découvertes, des discussions avec des amis, des podcasts, des lectures, des rencontres, plein de choses qui m'ont connectée de plus en plus à ça. Et ce n'est pas fini. Clairement, c'est ça qui est magique. Mm. Tellement, tellement. Mm. Sûr. Alors, on va arriver au bout de cette interview, cet Yes. échange. On a discuté de beaucoup de sujets différents. Si tu voulais que les personnes qui nous écoutent retiennent une seule chose de cet échange, c'est difficile, hein? Mais qu'est-ce Oh, que tu waouh. voudrais que ce soit ou une idée ou un concept ou peu importe. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent principalement de notre échange d'aujourd'hui? Ah, bah, en fait, je dirais que on fait comme on peut. En fait, on fait comme on peut et on fait du mieux qu'on peut au moment où on est, quoi. Tu vois? Et que ce sera tout à fait différent demain. Mm. Voilà. C'est jongler avec l'imprévisible et se dire que, bah, c'est OK, en fait. Ce qui arrive,
c'est OK. De la manière dont je le gère, je fais comme je peux au moment, avec les ressources que j'ai, l'énergie que j'ai, je fais avec le meilleur que je peux donner à ce moment-là, quoi. Mm. Magnifique. Mm. Bravo. Merci beaucoup, Cinzia, pour cet échange en toute Merci. authenticité, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humour, tel que tu es. C'était vraiment juste toi et moi, hein, je pense, comme on peut avoir beaucoup de discussions, sauf que cette fois, il y a un petit peu plus de personnes qui vont entendre cet échange, mais Oui, je l'ai oublié d'ailleurs à plein de moments. C'est marrant parce qu'il y a plein de moments, c'est comme si j'étais juste en train de te parler. Avec le café en moins, parce que d'habitude, on partage toujours un café. c'est vrai. Voilà. Mais merci pour tout ça, pour ton temps aussi. C'était un plaisir en tout cas de Mm. partager ce moment et cette grande étape, comme je l'ai précisé au début, ce premier échange en duo. C'était un plaisir de le faire avec toi. Donc, merci de tout cœur, Cinzia, pour ça Mais, et d'être toi. mais en fait, c'est moi qui te remercie. Merci, je suis honorée d'être la première de tes invités. Vraiment, je suis très reconnaissante de pouvoir partager ce moment avec toi et de partager tous ces moments. C'est aussi un beau moment pour moi, tu sais, vraiment de repasser, de revivre toutes ces choses sur lesquelles on revient très peu de cette manière-là, en tout cas, tu vois. D'approfondir autant de choses sur la maternité. Je souhaite à toute personne d'avoir cet échange avec toi. Vraiment, c'est très beau. C'est un très beau cadeau qu'on pourrait offrir à nos amis. En tout cas, c'est d'avoir ce moment d'échange et de discussion avec toi. Ça met les choses en lumière autrement. Donc, merci de m'avoir offert cette opportunité. Avec grand plaisir, Cinzia. À bientôt. Mhm. Oui, je t'embrasse. À bientôt. Bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des parents qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots en ce moment. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me laisser un avis ou un commentaire, ça soutient énormément le podcast. Je vous remercie. Je vous attends également en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager votre vécu personnel et ce que cet épisode vous a aidé à conscientiser aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gap de parents.